Bonjour, nous allons aborder ensemble un nouveau chapitre qui concerne un autre aspect du marketing du point de vente qui est le merchandising et qui va s'intéresser à la fois au merchandising du magasin, c'est-à-dire à l'organisation et à l'animation des produits sur le magasin. Et puis, dans le chapitre 7, nous nous intéresserons à l'organisation et à l'animation des produits dans les rayons. Alors, une règle qui apparaît à l'écran, tout ce qui se voit se prend et tout ce qui se prend s'achète, est une règle qui avait été dictée dans les années 50 par Bernardo Trujillo, un américano-colombien qui a formé de nombreux patrons de la distribution et qui met en avant l'idée que pour pouvoir vendre des produits, il faut les montrer. Alors, c'est une règle qui est assez simple, mais qui a fait ses preuves. Vous avez ici la photo du premier magasin Darty. En 1957, le monsieur Darty, un père, et ses trois fils tenaient un magasin de textile à Montreuil et, souhaitant s'agrandir, avaient racheté le magasin qui était juste à côté et qui vendait de l'électroménager. Et pour pouvoir liquider le stock, vendre l'électroménager pour le remplacer par du textile, les pères et fils Darty avaient décidé à l'époque de mettre les produits sur le trottoir pour pouvoir leur donner de la visibilité, pour les montrer et pour pouvoir les liquider plus rapidement. Et ça a été un tel succès que finalement, la famille a décidé de se reconvertir dans l'électroménager et d'appliquer ces règles de visibilité et d'abandonner le marché du textile. Alors, le merchandising, c'est quoi? Si on reprend la définition de Kepner, qui, dans les années 50, a tenté de mettre en évidence les éléments d'un bon merchandising, on considère que un merchandising réussi, c'est d'abord avoir le bon produit ou les bons produits au bon endroit, au bon moment, au bon prix et en bonne quantité. Donc, 5 règles qui valent toujours aujourd'hui, mais qui sont complétées par la définition de l'ICD qui nous paraît intéressante parce qu'elle remet le client au centre du processus. Et l'ICD nous dit que le merchandising, c'est l'ensemble des techniques et des stratégies qui permettent d'optimiser la rencontre quotidienne du client et du produit sur le point de vente. Donc, on passe d'un marketing de l'offre à un marketing de la demande en mettant au centre du processus le client. C'est tout l'objet des échanges que l'on a eus précédemment sur la construction de l'expérience client. Alors, pour bien comprendre les éléments qui permettent de mettre en place un bon merchandising dans un point de vente, il faut d'abord partir de l'idée que la disposition des produits, la disposition de l'offre résulte d'un compromis entre 3 éléments. Le premier élément concerne d'abord la contrainte de la surface de vente. Organiser la surface de vente, organiser le point de vente et organiser l'offre sur le point de vente, c'est d'abord prendre en compte les contraintes du point de vente. On ne va pas organiser un magasin et disposer les produits dans un magasin de la même façon en fonction de son architecture. Est-ce qu'on a un magasin qui est carré, qui est rectangulaire, qui dispose d'une surface qui a des coins et des recoins? De la même façon, un magasin qui est sur un étage ou qui est sur plusieurs étages ne s'agence pas de la même façon. Donc, il y a une première chose à prendre en considération qui est la contrainte, les contraintes de la surface de vente pour pouvoir envisager la manière de disposer ces produits. La deuxième chose est la prise en compte des objectifs commerciaux. Donc ça, ce sont les objectifs qui sont liés aux distributeurs. L'objectif du distributeur va être d'organiser l'ensemble de la marchandise sur la surface de vente pour pouvoir faire circuler les clients devant un maximum de rayons. Je reprends l'idée qu'on a évoquée il y a quelques minutes, tout ce qui se voit se prend, tout ce qui se prend s'achète. Donc, pour pouvoir faire acheter un consommateur, il faut lui montrer des produits et pour lui montrer des produits, il faut lui permettre de les voir. Pour lui permettre de les prendre, pardon, il faut lui permettre de les voir.
Donc, il va falloir réfléchir à la manière dont on va positionner des produits pour leur donner le plus de visibilité sur le point de vente. Donc, on reviendra sur ces éléments-là. Et puis enfin, évidemment, il faut faire circuler le consommateur le plus possible sur le point de vente, le garder le plus longtemps possible, mais tout en ayant quand même à l'idée un objectif de service qui consiste quand même à ne pas lasser le consommateur, à ne pas l'amener à considérer qu'il perd du temps quand il est sur la surface de vente. Donc l'objectif est de le garder le plus longtemps possible, mais sur un temps qu'on appelle un temps de présence utile. Le consommateur est prêt à rester du temps à condition qu'il ait l'impression de ne pas en perdre. Donc, c'est parfois contradictoire, hein. Les objectifs du distributeur peuvent parfois être en contradiction avec les objectifs du consommateur. Il faut donc essayer de trouver un bon compromis. Alors, en préambule des éléments que l'on va évoquer ensemble et de la démarche de construction du merchandising, revenons sur les deux types d'achats qu'un consommateur peut faire dans un magasin. On sait que quand un consommateur rentre dans un magasin, il peut venir avec une liste de courses préétablie, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit mentale. C'est ce qu'on appelle les achats réfléchis, donc des achats qui ont été prémédités, qui ont été pensés par le client, qui parfois ont été réfléchis sur une durée relativement longue, hein, avec une phase d'évaluation, une phase de recherche d'informations et donc de sélection en amont. Et donc là, le consommateur sait parfaitement ce qu'il vient chercher. Donc dans ce cas-là, on sait que les actions que l'on va mettre en place dans le point de vente vont avoir les actions merchandising, hein, pour pouvoir mettre des produits en avant et inciter le consommateur à les acheter, peuvent avoir un impact assez limité, puisque le consommateur sait parfaitement ce qu'il veut. Donc, si vous lui montrez autre chose, il sera probablement moins sensible à ce que vous allez lui montrer. Par contre, il y a un deuxième type d'achat, hein, qui est effectué et très, très rarement le consommateur ressort d'un magasin en s'étant essentiellement limité à la liste de courses qu'il avait avant d'entrer dans le point de vente. Très généralement, il se laisse aller à l'achat de produits qu'il n'avait pas forcément prévus avant d'entrer dans le point de vente. C'est donc ce que l'on appelle les achats impulsifs. Donc l'achat impulsif, c'est un achat qui est effectué par le client alors même qu'il n'en avait pas l'intention, avant d'entrer dans le point de vente. Et on a différents types d'achats d'impulsion que vous avez vu probablement précédemment en marketing. Un achat impulsif planifié, c'est-à-dire que le consommateur l'a en tête, il n'a pas forcément prévu d'acheter ce produit au moment où il est entré dans le magasin, mais il attend la bonne affaire. Dans ce sens, c'est un achat qui est planifié. Et en fait, il attend la bonne affaire, donc l'impulsion d'achat va venir quand il va être face à une proposition commerciale qui va lui paraître tout à fait intéressante. Donc, j'ai un téléviseur à remplacer, je ne suis pas forcément pressée. Le jour où je vais dans un magasin et que j'ai une bonne affaire qui m'est proposée, à ce moment-là, j'achète. C'est donc un achat impulsif planifié. L'achat impulsif remémoré, c'est un achat impulsif c'est un achat qui va se faire quand le consommateur ne va pas l'avoir en tête, mais par contre, quand il va être face à une proposition commerciale, un prix particulièrement intéressant, un rabais qui est extrêmement intéressant, le consommateur se dit « Ah ben oui, tiens, effectivement, ça, je n'en ai plus. Là, j'ai une bonne affaire à faire, donc je le prends. » Donc, il n'est pas dans un coin de la tête, cet achat, mais par contre, quand je suis face au produit et que j'ai une bonne affaire, là, je l'achète. L'achat impulsif suggéré, c'est un achat qui est fait parce que au moment où le consommateur passe devant le produit, il considère que c'est une bonne affaire. Le distributeur lui suggère cet achat, il considère que c'est une bonne affaire à réaliser et donc il achète le produit. Et puis un achat impulsif pur, c'est un consommateur qui va acheter un produit sans réussir forcément à expliquer les raisons pour lesquelles il achète ce produit. Donc, il n'y a pas forcément une bonne affaire, il n'en a pas forcément besoin, mais il décide d'acheter ce produit. L'extrême de cet achat impulsif pur, hein, c'est ce qu'on appelle l'achat compulsif. C'est un consommateur qui achète
sans raison et qui va accumuler des produits dans ses placards sans forcément s'en servir derrière. Donc, il est important de distinguer ces deux types d'achats parce que, évidemment, les actions merchandising qui vont être mises en place par le distributeur pour inciter un consommateur à acheter des produits, c'est tout le principe du merchandising, c'est de montrer des choses et d'inciter, de donner envie d'acheter des produits qu'on n'était pas forcément venu acheter, que le client n'était pas forcément venu acheter. Les actions merchandising ont d'autant plus d'impact que l'on est dans le cadre d'un achat impulsif plutôt que dans le cadre d'un achat réfléchi. Alors, nous allons nous intéresser à deux choses, au merchandising d'organisation. Donc, on va travailler sur un outil qu'on appelle le zoning, puisque pour développer le panier moyen et inciter le consommateur à acheter davantage, il faut d'abord organiser le magasin. Donc, on va créer le zoning. Donc, on est sur du merchandising d'organisation. Et dans un deuxième temps, on va chercher à stimuler le client et donc à animer la surface de vente. Donc, on est dans un merchandising d'animation. Alors, on va commencer par l'organisation du point de vente et donc un outil qu'on appelle le zoning. Le zoning, c'est un outil qui est représenté par un plan en fait, du magasin qui donne l'architecture du magasin et qui consiste à répartir les produits sur l'ensemble du magasin de façon à drainer les flux sur l'intégralité de la surface de vente. Et donc, plus vous drainez les flux sur l'ensemble de la surface de vente, plus vous montrez des produits au consommateur et donc vous allez l'inciter à acheter davantage de choses. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser le rendement, c'est-à-dire le chiffre d'affaires au mètre carré. Donc, c'est le principe du zoning et le zoning est représenté par un plan du magasin. Alors, c'est une démarche qui se fait en 3 étapes. La première étape va être d'organiser son offre, donc de construire ses univers de produits. Nous allons revenir dessus. La deuxième étape va consister à organiser et à positionner des axes de circulation pour avoir des axes assez larges qui permettent de drainer le trafic client là où on a envie de l'amener. Et puis enfin, la troisième étape va être de positionner les grandes masses dans le magasin et de réfléchir à des points d'attraction qui permettent de faire avancer le client sur l'ensemble de la surface de vente. Première étape, on va donc chercher à construire ces univers. Donc, on va chercher à organiser l'offre, c'est-à-dire l'ensemble des produits que l'on a décidé de vendre à ses clients. Cette offre, elle peut être organisée selon 2 logiques. Une première logique qu'on appelle une approche par catégorie naturelle. Les catégories naturelles consistent à regrouper les produits sur le magasin, sur les différentes parties du magasin, en les associant selon qu'ils proviennent d'une même filière industrielle. Donc, on va rassembler tous les gâteaux ensemble, tout le lait ensemble, les yaourts ensemble, les shampoings ensemble, les chaussures ensemble, le bricolage ensemble, etc., etc. Donc, on va organiser l'offre sur le magasin en fonction de l'origine industrielle des produits. On va regarder un plan tout de suite derrière. La deuxième approche consiste plutôt à travailler par univers de consommation. Ça s'appelle une approche par catégorie fonctionnelle, par fonction de produit. Cette organisation et ce regroupement, il peut se faire en fonction de produits qui sont issus d'une même activité. Par exemple, on va regrouper sur la surface de vente des produits qui rentrent dans le cadre d'une activité manuelle. Donc, on va regrouper ensemble du papier, des ciseaux, de la peinture, de la colle, etc., etc. On peut ensuite regrouper les produits selon leur appartenance à une activité culinaire. Donc, on va avoir des accessoires de cuisine, on va avoir des produits pour servir, donc des assiettes, des verres. On peut aussi avoir de l'alimentation, tout ce qui peut servir à faire un repas. Ça peut même être du petit électroménager ou du gros électroménager, par exemple.
On peut aussi regrouper des produits en fonction de leur appartenance à une même cible. Donc, dans un magasin de textile, on va regrouper dans un même endroit les produits qui correspondent plutôt à un profil de femme active, à un autre endroit les produits qui s'adressent à des femmes enceintes, à un autre endroit les produits qui s'adressent à des femmes plutôt sportives, etc., etc. Plutôt que de regrouper tous les pantalons ensemble, toutes les vestes ensemble, tous les t-shirts ensemble, etc., on va plutôt les associer en fonction du style auquel ils appartiennent et donc de la cible à laquelle ils peuvent répondre. Ou alors, ça peut aussi être un regroupement selon un même moment de consommation, l'apéritif, le barbecue, le petit déjeuner, le goûter, etc., etc. Alors, si on prend un exemple, on a ici un hypermarché et quand on regarde le positionnement classique des produits dans un hypermarché, on se rend compte qu'ils sont en général organisés par catégorie naturelle, c'est-à-dire que en prenant un exemple ici qui est le petit déjeuner, j'ai besoin d'acheter des produits pour le petit déjeuner pour demain matin. Si je vais chercher tous les produits du petit déjeuner, je sais que le pain va être plutôt au fond du magasin, en face de l'entrée. Le beurre va être dans le rayon des produits frais libre-service, frais LS, hein, libre-service. La confiture dans l'épicerie, donc avec les produits secs. Le lait avec les produits frais, entre en général le frais et les liquides. Le café avec les produits secs, l'épicerie, et le jus d'orange avec les liquides. Autrement dit, ça veut dire que si je vais acheter des produits pour le petit déjeuner demain matin, je vais avoir besoin quasiment de parcourir la moitié du magasin. Si j'avais organisé mon magasin par catégorie fonctionnelle et donc par moment, par exemple, j'aurais eu tous les produits du petit déjeuner regroupés dans un même endroit. Alors, l'inconvénient de l'organisation par catégorie naturelle, ce que vous avez ici, c'est que ça répond à un besoin essentiellement utilitaire et donc on n'aide pas le consommateur en éclatant tous les produits sur une surface importante du magasin, alors qu'il serait allé probablement beaucoup plus vite si les produits avaient été regroupés. L'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus facile d'organiser ces produits de cette façon-là parce que si vous prenez le jus d'orange et que vous décidez d'avoir une organisation par catégorie fonctionnelle, probablement que le jus d'orange, il va aussi bien dans l'univers du petit déjeuner que dans l'univers du goûter, que dans l'univers apéritif. Ça veut dire qu'il faut multiplier la présence du jus d'orange si vous avez des univers de consommation différents auxquels il est susceptible d'appartenir. Donc, ce n'est pas toujours simple. Et en général, dans l'alimentaire, on a plutôt une organisation par catégorie naturelle. Là, vous avez un magasin de bricolage qui reprend cette idée d'organisation naturelle aussi, où vous avez tous les produits d'électricité ensemble, les luminaires ensemble, la plomberie ensemble, les sanitaires ensemble, la quincaillerie ensemble, les stores, les tringles, les voilages, etc., etc. Donc, on est aussi là dans une organisation très classique et très naturelle à organiser en fonction de la filière industrielle de chacun des produits. A contrario de Monsieur Bricolage, chez Castorama, il a été, depuis quelques années, décidé de présenter les produits par catégorie fonctionnelle, donc par univers de consommation. Et là, ici, vous avez les produits qui sont organisés en fonction de leur objectif d'utilisation. Ici, je m'inspire, je décore, donc on est plutôt dans la décoration et l'aménagement du magasin, donc l'inspiration, la décoration. Et donc, tous les produits qui vont être positionnés ici vont être des produits qui vont permettre de décorer le magasin. Alors que les produits qui sont ici présents sur la surface en bleu sont les produits qui permettent d'assurer le fonctionnement technique de la maison. On est ici sur des produits qui sont des produits de matériaux lourds, hein, qui permettent plutôt d'assurer la structure, la construction de la maison. Et puis ici, en vert, les produits qui permettent d'assurer plutôt l'entretien de l'extérieur de la maison. Donc là, on est vraiment
dans une implantation qui suit plutôt une logique d'univers de consommation, à contrario de l'implantation de Monsieur Bricolage vue précédemment. Autre exemple d'organisation fonctionnelle, l'enseigne du bruit dans la cuisine, où vous avez une organisation du magasin qui se fait selon la logique successive de construction du repas. Ici, vous avez le pôle librairie qui est donc la première étape de construction du repas. Je m'informe, c'est-à-dire je vais chercher une recette pour me donner des idées et voir ce dont je vais avoir besoin pour ma recette. Ensuite, vous avez l'ensemble des ingrédients. Donc, quand on est informé, quand on a choisi sa recette, on va aller chercher dans l'autre endroit du magasin les ingrédients dont on peut avoir besoin. Au fond du magasin, on a tous les ustensiles de préparation. Donc, les casseroles, les poêles, tous les accessoires qui permettent de préparer le repas. Il y a même un pôle d'animation dans le magasin, ici, où il y a un chef qui vient régulièrement pour pouvoir faire des recettes et donner des idées aux clients. Et puis enfin, la dernière étape du parcours, puisqu'on suit successivement les différentes étapes, est la dégustation, où vous avez ici les nappes, les assiettes, les couverts, les verres, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une organisation qui est une organisation par univers de consommation, donc une organisation fonctionnelle. La deuxième étape de construction du zoning, une fois qu'on a organisé son offre, il va falloir, on ne sait pas encore forcément comment on va la positionner dans le magasin, mais on construit des univers. La deuxième étape est de créer des axes de circulation. Ces axes de circulation, ils sont créés de manière différente en fonction de la structure du magasin. Ici, vous avez un magasin rectangulaire, l'exemple d'un hypermarché. Et dans un hypermarché, vous avez différents types d'allées. Première allée qui est l'allée pénétrante, ou qu'on appelle aussi l'allée centrale, l'allée qui est l'allée que l'on prend quand on rentre dans le magasin. Vous avez une deuxième grande allée qu'on appelle l'allée principale ou l'allée transversale qui amène au fond du magasin. Et puis tout autour du magasin, vous avez l'allée ou les allées périphériques, puis les allées secondaires qui sont toutes les allées de stockage où vous allez avoir tous les produits qui vont être mis sur les rayons et présentés aux consommateurs. Ça, c'est une organisation qui est typique soit des hypermarchés, soit des grandes surfaces spécialisées, du type Leroy Merlin, Castorama, que l'on a vu précédemment, ou Decathlon, les grandes surfaces de textiles également, donc plutôt des magasins de surface importantes avec une configuration rectangulaire qui s'appelle une implantation en T, parce que ici les deux grandes allées assez larges qui drainent le principal du trafic client représentent un T, qu'on appelle aussi une implantation en arête de poisson, avec les arêtes que vous avez ici de chaque côté de la colonne vertébrale et la tête du poisson que vous avez ici. Donc, deux façons de qualifier cette organisation de magasin et ce positionnement des différents circuits de déplacement. Sur des magasins qui sont de taille plus modeste, plus petite, on a plutôt une implantation circulaire avec une allée circulaire qui fait le tour du magasin ici, qui est l'allée principale, qui draine l'ensemble du trafic client, et puis des allées secondaires que l'on va trouver au milieu. Donc, le consommateur prend l'allée principale et puis rentre dans les allées secondaires et éventuellement retourne sur l'allée principale pour faire le tour et revient sur les allées secondaires. Là, c'est l'implantation d'un magasin Sephora où vous avez cette implantation typique avec une allée circulaire que l'on retrouve souvent dans les magasins cosmétiques ou d'autres magasins, des magasins textiles de taille plutôt modeste. Et puis, vous avez un autre type d'implantation qui est typique du magasin Ikea, mais que l'on retrouve aussi dans des magasins qui peuvent être plus petits, comme Sostin Green, où on a une implantation qui s'appelle une implantation en serpent et qui vise en fait à obliger le consommateur à passer devant tous les rayons.
Donc, on va faire l'intégralité, on va parcourir l'intégralité du magasin selon un parcours qui est prédéfini, qui est imposé aux clients. Alors, parfois, quand les magasins sont de grande taille, comme Ikea ici, vous avez des passages courts qui permettent ici de couper le parcours imposé, parce que quand on est pressé, c'est très pénible d'avoir à parcourir l'intégralité du magasin. Donc, on a des passages courts sur l'ensemble du parcours qui permettent de se soustraire de cette circulation imposée. Troisième étape, donc on a organisé ces univers de produits, on a défini des axes de circulation. Maintenant, on va positionner les univers de produits tels qu'on les a organisés sur l'ensemble de la surface du magasin. Donc, on va positionner les grandes masses et puis on va définir des points d'attraction pour amener le trafic là où on a envie de l'amener et donc permettre aux clients d'aller sur l'ensemble de la surface du magasin. Ici, on reprend notre exemple d'hypermarché. L'entrée est positionnée à droite. Alors, pourquoi l'entrée est positionnée à droite? Parce qu'on considère qu'il existe une tendance droitière sur le plan comportemental, c'est-à-dire que naturellement, le consommateur se déplace vers la droite. Donc, quand l'entrée est à gauche, le consommateur fait ça en général. Il se déplace vers la gauche. Et en se déplaçant, enfin, vers la droite, donc il rentre et il tourne vers la droite, même si la courbe n'est pas forcément exactement de cette forme-là. Quand le consommateur tourne naturellement vers la droite, ça veut dire que tout ce que vous avez à gauche ici va être sous-optimisé, va être moins vu. Alors que quand vous mettez l'entrée à droite, comme le consommateur tourne à droite, en fait, très naturellement, même s'il n'est pas venu chercher les produits qui sont positionnés ici, et c'est en général comme ça qu'on va se servir de ces produits, on va mettre en hypermarché ici des produits qui ne sont pas des produits alimentaires, donc des produits que le consommateur n'est pas venu chercher prioritairement, parce qu'on sait que naturellement, le consommateur va tourner vers la droite, donc va les voir. On dit toujours que dans le désert, on se retrouve sur son point de départ, hein, parce que naturellement, on tourne à droite. Donc ça, c'est la première chose à avoir à l'esprit. La deuxième chose, c'est que dans un magasin, il existe des zones qui sont des zones fréquentées plus naturellement, qu'on appelle des zones chaudes, et des zones qui sont fréquentées moins naturellement, c'est-à-dire des endroits du magasin sur lesquels le consommateur va naturellement passer moins de temps. Donc, l'objectif du distributeur va être d'inciter le client à aller en zone froide et à rester le plus longtemps possible en positionnant en zone froide des produits que le consommateur vient chercher. Si vous positionnez des produits qui sont recherchés par le client, vous savez que vous allez obliger le client à aller jusqu'au bout. Donc, en hypermarché, la zone chaude, elle est ici parce que très souvent, quand on est au début de son parcours, on reste un peu plus longtemps, on a du temps, donc on y passe un peu plus longtemps, puis c'est un passage obligé. Et puis, on passe du temps ici parce que vous avez la zone de caisse, donc naturellement, vous allez aussi passer du temps. La partie qui est en haut de l'axe oblique ici est une partie qui est moins naturellement fréquentée. Donc, il va falloir trouver des astuces pour positionner des produits qui vont drainer le trafic. Alors, l'entrée est plutôt positionnée à droite pour les raisons qu'on a évoquées ensemble. Et à droite, on va positionner les produits qu'un consommateur, en général, n'est pas venu prioritairement chercher dans un hypermarché. Le PCS, électrophotocinés-son, donc les produits blancs, l'électroménager, les produits bruns, les produits de hi-fi, les ordinateurs, ça s'appelle les produits gris, hein, on est un peu entre les deux. Donc, ces produits-là sont mis en général à droite parce que non seulement ce sont des produits qui ont un prix plus élevé que les autres produits qu'on vend dans le magasin, donc des produits à forte valeur ajoutée, et en plus, ce sont souvent des produits sur lesquels on génère de la marge. Les produits de bazar, donc le bazar, c'est le bricolage, les accessoires d'écriture, les jeux, les produits pour l'automobile,
Donc, tous les produits bazar, là encore, ce sont des produits qui, en général, viennent compléter un caddie, mais qui ne sont pas des produits qui sont achetés prioritairement dans un hypermarché. Donc, on les met à droite pour leur donner de la visibilité. L'objectif, on l'a dit tout à l'heure, du distributeur va être de drainer le flux de clientèle sur l'ensemble de la surface du magasin, donc d'inciter le client à parcourir la longueur du magasin. Ayant constaté que dans un caddie, il y avait toujours une bouteille de liquide, que ce soit de l'eau, que ce soit des jus de fruits, que ce soit des alcools, les liquides, en général, sont positionnés au fond du magasin. Alors, vous me direz, ça n'est pas très logique. Quand on a fait ses courses précédemment et qu'on a mis ses tomates et ses chips dans son caddie, il n'est pas très logique de finir par les packs d'eau. Donc, les distributeurs ont trouvé des astuces et aujourd'hui, vous avez sur les caddies des tiroirs en bas du caddie qui permettent, qui se tirent et qui permettent de positionner les packs d'eau pour ne pas écraser l'ensemble de la marchandise. Mais ces produits sont des produits qui sont tout à fait intéressants pour le distributeur parce que ça permet véritablement de drainer le trafic au bout du magasin. Au fond du magasin, on va positionner les produits donc on met les produits générateurs de trafic à gauche. Au bout du magasin, on va positionner les produits qu'on appelle les produits de bouche, donc les produits frais qui sont vendus à la coupe. Et on les met au fond du magasin pour des raisons de proximité avec les chambres froides. On a ici les ateliers, on a les chambres froides, les gros frigos, et puis on a les ateliers de découpe et de préparation, donc c'est beaucoup plus pratique. Et les produits, on les met au fond du magasin, ces produits, sur l'axe circulaire. Ensuite, on va positionner le reste des produits. Alors, selon une logique, il faut aussi faire preuve de bon sens. On va positionner le reste des produits alimentaires proches des liquides et des produits de bouche, donc les produits frais libre-service et l'épicerie sèche, sucrée et salée. Et puis, on va positionner les produits qui restent de manière assez logique, donc plutôt entre les produits non alimentaires à droite et les produits alimentaires à gauche. Donc, le DPH, droguerie, parfumerie, hygiène, donc tous les produits de nettoyage, d'entretien, la droguerie, et puis parfumerie, hygiène, tous les produits de soins. Et puis le textile, qui est là aussi plutôt positionné au milieu du magasin. Et ici, on a une zone qui est une zone un peu morte. C'est ce qu'on appelle l'attaque, donc la zone que vous avez en entrée. Et donc, c'est une zone qui conditionne l'état d'esprit du consommateur. Donc, l'objectif va être de le mettre dans un état d'esprit favorable. Et pour cela, en général, on positionne en entrée de magasin sur cette allée centrale, on va positionner à la fois des produits qui sont des produits promotionnels, donc ZP, c'est la zone promotionnelle, et puis des produits qui sont des produits saisonniers. Donc, en entrée, on positionne en général les produits de saison. Donc, on va mettre les chocolats au moment de la période de Noël ou au moment des fêtes de Pâques. On va mettre les produits de la rentrée au moment de septembre avec les cartables, par exemple. Donc, tous les produits qui sont les produits qui sont recherchés par les consommateurs en fonction du moment, donc qui suivent les événements calendaires. Et donc, la zone promotionnelle est une zone où on va proposer des bonnes affaires. Et donc, on va ici conditionner le consommateur, le mettre dans une prédisposition favorable parce que dès ses premières secondes, ses premières minutes d'entrée dans le magasin, il sait qu'il voit des produits qui sont les produits du moment, il sait qu'il a des bonnes affaires qu'il peut réaliser, donc il est dans une prédisposition qui est positive. Alors, une fois qu'on a organisé le magasin, donc on a travaillé sur ce qu'on appelle le zoning, on a organisé le zoning et donc on a un plan du magasin.
Il va s'agir dans un deuxième temps d'animer le magasin. Donc, on va travailler sur un merchandising qu'on appelle le merchandising de stimulation. Et pour cela, on utilise les outils du marketing sensoriel qui consistent à utiliser des facteurs d'atmosphère qui permettent de susciter chez le consommateur un certain nombre de réactions qui sont à la fois des réactions cognitives, donc on va donner des éléments d'information au client pour lui permettre de réagir de manière affective, d'avoir le sentiment qu'il trouve les produits qu'il est venu chercher, de découvrir des nouveaux produits et donc d'avoir un sentiment de plaisir, de découverte, de le mettre donc dans une situation plutôt favorable, de bonne humeur. On va aussi pouvoir travailler les facteurs d'atmosphère pour pouvoir déclencher chez le consommateur des réactions comportementales. Donc, la manière dont il va faire ses courses, le temps qu'il va passer en magasin, la vitesse de circulation, les échanges qu'il peut avoir avec le personnel ou avec les autres consommateurs. Et l'ensemble de ces réactions doivent amener à faire un achat, à monter le panier moyen et donc l'utilisation des facteurs d'atmosphère, et on va le voir, hein, qui jouent sur les 5 sens, sont favorables à l'achat. Alors, quels sont les sens que l'on peut stimuler? On peut, dans un magasin, stimuler les 5 sens. D'abord, la vue, c'est probablement le sens qui est le plus stimulé dans un magasin. C'est le premier contact, hein, les images, les couleurs, les informations sont les premiers, le premier contact que vous proposez au consommateur. Et on peut à la fois travailler sur l'éclairage qui peut être très diffus et donc éclairer l'ensemble du magasin, ou qui peut être directionnel, qui peut éclairer des produits en particulier pour pouvoir mettre certains produits en valeur. On peut travailler sur les couleurs, alors aussi bien sur les couleurs des produits que vous allez présenter que sur la décoration du magasin. Et puis, on va pouvoir travailler la mise en scène et la façon de disposer les produits en magasin pour créer des effets qui sont impactants à l'œil. Exemple ici dans un magasin Desigual, alors qui peut donner l'impression d'un souk, hein, mais c'est d'ailleurs l'organisation d'ailleurs a été pensée comme cela, hein. C'est un souk un peu moderne, mais c'est un souk qui est très très organisé, où on a à la fois des produits qui servent au décor, qui sont suspendus au mur, mais des produits qui sont achetés et qui sont présentés en situation, où ici vous avez des mannequins qui semble bouger. Et puis, vous avez aussi de l'information qui est proposée aux clients avec moi, plus jamais seul le soir. Donc, des accroches qui attirent l'œil du client et qui peuvent amener le client à sourire et à le mettre dans une prédisposition particulière. Autre exemple ici avec la Cure Gourmande, un magasin qui vend des gâteaux, des bonbons, des sucettes, des chocolats, où vous voyez que le marketing sensoriel est très utilisé. On utilise beaucoup les couleurs, on utilise le toucher. Alors, on reviendra sur le toucher tout à l'heure, mais visuellement ici, vous avez vraiment un effet de couleurs avec aussi des couleurs au niveau du matériel de présentation, des meubles de présentation, hein, qui travaillent beaucoup sur la fibre nostalgique du consommateur. Deuxième sens, hein, sur lequel on peut travailler, le toucher. Donc, le toucher, on peut le travailler aussi bien au niveau des produits qui sont vendus que des produits qui servent au décor, hein, et à la présentation des produits. Donc, si on regarde un peu si on revient sur l'exemple précédent avec la Cure Gourmande, on avait des gâteaux, des bonbons qui étaient présentés, qui pouvaient être pris par le consommateur avec des gants, hein, pour ne pas toucher les produits que l'on n'achète pas. Donc, on touche les produits, mais ici, on peut aussi utiliser l'ensemble des éléments de décor pour amener le client à se faire
une idée du niveau de qualité du produit. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction des matériaux qui sont utilisés pour le décor ou pour positionner les produits, pour proposer les produits comme les, le cintre, les matériaux qui sont utilisés vont avoir un impact sur la qualité perçue des produits. Par exemple, donc ici on a différents types de magasins qui proposent des produits avec des meubles de présentation et de la décoration particulière. Donc chez Nature et Découverte, vous avez une décoration en bois. Cette décoration en bois, elle permet de proposer des produits dans un environnement qui est très qualitatif et qui amène à percevoir les produits de manière qualitative également. Un exemple assez flagrant, hein, qui a été démontré au cours de plusieurs études, c'est que quand vous avez dans un magasin des rideaux qui sont des rideaux en velours, le consommateur perçoit la qualité des produits comme étant supérieure à celle qu'il peut percevoir quand il essaye les mêmes produits, mais dans des cabines d'essayage qui ont des rideaux qui sont en coton, qui sont très fins, très souples. Donc, les matériaux que vous allez utiliser, qui vont être touchés, qui vont être manipulés, qui vont être vus par le consommateur, vont avoir un impact fort sur la perception qualitative des produits. Troisième sens qui va pouvoir être touché, c'est l'ouïe. Et on utilise depuis longtemps maintenant la musique dans les magasins parce qu'on sait que la musique a plusieurs vertus. D'abord, elle dynamise le lieu, elle le rend beaucoup plus vivant, donc elle crée de la présence. Elle est aussi, quand vous diffusez une musique qui est en relation, en correspondance avec le profil de vos clients, vous amenez le client à le mettre dans de bonnes conditions, dans de bonne humeur. Il a l'impression d'être en connexion avec le magasin. Et puis, on sait que la musique a aussi un pouvoir d'action sur le déplacement des clients, et notamment sur le temps passé. Quand la musique est agréable, vous avez envie de rester plus longtemps, hein. Pensez à la musique qui est utilisée chez Nature et Découverte, qui vous permet de vous projeter dans un environnement de nature, de forêt, on a envie de rester davantage de temps parce qu'on s'y sent bien. Et puis, la musique et le tempo en particulier peut avoir aussi un impact sur la vitesse de déplacement. Donc, il est important de travailler à la fois le style pour être en correspondance avec le profil de nos clients, mais on peut aussi travailler le tempo et on sait, il y a des études qui ont été faites, que quand on a une musique avec un tempo plus rapide, en général, les gens avancent plus vite dans un magasin. Donc, vous avez des magasins qui, le samedi, qui est un jour de forte affluence, décident de mettre des musiques avec un tempo plus rapide pour accélérer la vitesse de déplacement des consommateurs et permettre de fluidifier davantage le trafic des clients. Quatrième sens sur lequel on peut travailler, c'est l'odorat. Donc, la diffusion d'odeurs est à la fois utilisée pour insister sur un caractère particulier, un caractère de fraîcheur, par exemple, d'un produit. Par exemple, la diffusion d'odeurs de croissant chaud ou de pain au chocolat chaud. Et on utilise des odeurs artificielles, hein, dans les espaces, dans les points chauds des gares. Quand ça sent bon, en général, ce sont des odeurs artificielles qui sont diffusées. Alors après, il ne faut pas que ce soit déceptif au niveau du produit, c'est-à-dire que si vous diffusez des odeurs artificielles et que vous achetez un pain au chocolat qui date de la veille, le consommateur, il ne se fera pas tromper 2 fois. Donc, il faut quand même que les produits soient frais. Mais en tout cas, le fait de diffuser des odeurs artificielles incite le consommateur à avoir envie d'acheter, donc à acheter, hein. Donc, on peut utiliser dans les rayons poissonnerie, on utilise aussi des odeurs d'iode.
qui permettent de renforcer cette idée de fraîcheur des produits. Et puis, on peut aussi utiliser les odeurs pour créer des signatures olfactives qui sont mémorisées par le client. Par exemple, quand on est chez Abercrombie, on sent un parfum qui est le parfum Fierce, qui est une vraie signature olfactive. Quand on sent le parfum Fierce à l'extérieur du magasin, ça fait penser à Abercrombie. Donc, vous avez des signatures olfactives qui peuvent être très, très puissantes. Et puis, le parfum peut être aussi utilisé pour améliorer le confort d'achat et avoir un magasin qui est agréable à fréquenter parce que ça sent bon. Enfin, dernier sens, on va travailler sur le goût. Et le goût est essentiellement utilisé dans les magasins alimentaires pour faire découvrir des nouveaux produits, pour faire déguster des produits. Faire découvrir des nouveaux produits, c'est se donner les moyens d'inciter le consommateur à acheter des produits qu'il ne connaissait pas. Donc, c'est un levier qui est très, très puissant pour inciter le consommateur à acheter. Un exemple ici d'utilisation du marketing sensoriel dans tous les sens du terme, qui travaille sur l'ensemble des sens du client, c'est Nespresso qui utilise très très bien les outils du marketing sensoriel, aussi bien la vue avec la disposition par couleur des produits. On a l'impression d'être presque dans un magasin de luxe, on n'y vend que du café, mais on a vraiment l'impression d'être dans des magasins très haut de gamme. L'odorat avec les odeurs de café, le toucher avec la possibilité de toucher des grains de café. Vous avez des grains de café dans des coupelles. Le goût, puisqu'on vous propose de déguster un café, soit avant votre achat, soit après votre achat. Il y a une musique dans le magasin qui renforce le confort d'achat. Et puis, et là, on est aussi sur le toucher, des canapés dans lesquels vous pouvez vous asseoir pour déguster, qui sont extrêmement confortables et qui permettent là aussi de déguster votre café avec finalement cette idée que quand on est bien assis, on est dans des bonnes conditions, on apprécie d'autant plus le produit. En conclusion de ces éléments de merchandising, d'organisation et d'animation, le merchandising, et donc l'organisation et la théâtralisation, doit répondre à 4 objectifs principaux. Le merchandising, ça sert d'abord à guider le client, à donner de la lisibilité à l'offre, c'est-à-dire une bonne compréhension. Quand vous avez une disposition des produits qui est logique, vous donnez de la lisibilité au client. Et puis à fluidifier aussi son parcours en ayant une structuration qui correspond à la manière dont le client va aller chercher ses produits. Donc l'objectif est de structurer l'offre de manière logique. Le deuxième objectif est de susciter des ventes. Donc, la mise en place d'outils d'animation dans le magasin va amener le client à acheter, donc amener le distributeur à vendre, on parle de selling, amener aussi le distributeur à faire des propositions de cross-selling, c'est-à-dire que quand on organise par univers de consommation, on met des produits complémentaires les uns à côté des autres, donc on fait ce qu'on appelle un marketing croisé ou un merchandising croisé ou encore du cross-selling. Et donc, on va développer, on va inciter le consommateur à acheter des produits qu'il n'était pas forcément venu acheter. En mettant les filtres à café à côté du café, le client se dit j'ai peut-être besoin de renouveler mon stock de filtres à café. Si le filtre à café n'avait pas été positionné à côté du café, il n'aurait pas eu l'idée d'acheter des filtres. Donc, en proposant des produits complémentaires, non seulement on augmente le ticket moyen par la multiplication des ventes, mais en plus, on offre aux clients la possibilité de faire des achats complémentaires. Donc, c'est un levier d'attraction intéressant. Et puis, on peut aussi faire de l'upselling, c'est-à-dire positionner des produits qui amènent le consommateur à déplacer son achat d'un produit moyenne gamme vers un produit haut de gamme, d'un produit entrée de gamme vers un produit moyenne gamme. Donc, on monte
le prix moyen auquel le produit va être acheté. Et donc, l'idée est vraiment d'amener le consommateur à acheter des produits un petit peu plus chers. Donc, on peut l'attirer avec des produits d'entrée de gamme ou des produits de marque nationale qui ont un prix très attractif, très agressif. Mais l'objectif ensuite est de l'amener vers des produits plus chers, donc de faire de l'upselling. Troisième objectif, c'est de travailler l'image de marque de l'enseigne et du magasin. Donc, tous les outils qu'on va utiliser d'animation qui vont mettre en confiance le consommateur parce que il va être dans un magasin où on va lui parler, il va avoir de l'information, vont le mettre dans une situation de confiance, vont favoriser le bien-être du consommateur, favoriser son confort d'achat et puis assurer le dynamisme, la vivacité du lieu. C'est un lieu vivant. Quand on anime, on a un lieu qui est vivant, qui est agréable et ça peut plaire aux clients. Et puis enfin, l'objectif, évidemment, est de donner envie aux clients de revenir. Et pour ça, il faut trouver des leviers qui permettent de laisser au consommateur le laisser penser qu'il a intérêt à revenir parce que à chaque fois qu'il vient, il y a des nouvelles choses, il y a de la surprise, il y a de la nouveauté. Donc, il se projette sur un achat futur en se disant qu'il est certain qu'en venant la fois d'après, il va pouvoir y trouver des produits nouveaux qu'il n'avait pas vus. Donc, on développe son intérêt à revenir et donc à drainer du trafic. Voilà pour le chapitre sur l'organisation du magasin. Nous verrons dans un dernier temps l'organisation des produits dans les rayons, donc un chapitre sur le merchandising des produits.